Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. Le couvre-feu reste de vigueur et les mesures sanitaires prolongées au 15 février. Le monde de la nuit, les restaurateurs et sportifs devront encore patienter. Le monde de la culture aussi est impacté. Comment les groupes de danse font-ils pour maintenir leur activité? On en parle avec Ataria Firiapou de la troupe Theti Hura. Bonsoir, on vous retrouve dans un instant. Et puis la crise sanitaire a-t-elle favorisé le décrochage scolaire dans les îles? Eh bien, ce n'est pas sûr. On vous donne quelques éléments de réponse dans ce journal. Plein phare également sur James Kravzik, le premier Polynésien de la DSP à sortir du centre de formation des motards de la police nationale de métropole. C'est notre portrait de ce soir. Enfin, pour terminer, on se permet une balade jusqu'au sommet du mont Mo'iri à Taha, un bain de forêt dans une vallée luxuriante. C'est à découvrir dans votre rubrique Au cœur du Fénois. Le coronavirus a encore fait 2 nouveaux morts ces dernières 24 heures. Pour les autorités du pays, il n'est pas question de baisser la garde. Le dispositif anti-Covid décrété le 12 décembre est donc prorogé jusqu'au 15 février. Et pour cause, précise le commissaire, nous pouvons à tout moment basculer vers une nouvelle propagation du virus. Les explications de Brigitte Olivier et Patrick Tinsing. Mesdames, Messieurs... Ni durcissement, ni allègement. Le couvre-feu reste en vigueur de 21h à 4h du matin. La faute à ce virus qui se répand partout et produit des mutants qui laissent les chercheurs dubitatifs quant à la fin de la pandémie. Le haut-commissaire débute par un constat. Bien des pays reconfinent ou vont reconfiner. En métropole, le couvre-feu est renforcé. À Tahiti, les cas augmentent, le bilan des morts s'est encore alourdi, 126 au total. Bref, la situation est tendue et il n'est pas encore à l'ordre du jour de relâcher la vigilance. Je vous annonce aujourd'hui que nous allons maintenir les mesures en vigueur depuis maintenant plusieurs mois et telles qu'elles avaient été définies au début du mois de décembre. Nous allons les maintenir en vigueur de façon à freiner la circulation du virus et nous allons maintenir ces mesures jusqu'au 15 février. Mauvaise nouvelle donc pour la restauration, le monde de la nuit et le sport. En parallèle, les dispositifs de soutien à l'économie restent maintenus. 6 milliards de francs pacifiques ont déjà été versés pour aider les entreprises. Inquiétude aussi sur les variants du virus, qu'ils soient sud-africains, japonais ou anglais. Et pour le moment, la Polynésie n'est pas équipée pour y faire face. Effectivement, nous n'avons pas les moyens de le détecter. Depuis pratiquement une semaine, je crois, ou 10 jours, depuis que l'annonce a été faite, l'Institut Mallardé est en train de s'équiper parce qu'il y a un process différent qui doit être utilisé, c'est des process par séquençage. Donc nous sommes en train de nous équiper. Mais aujourd'hui, effectivement, si nous voulons savoir s'il est là ou pas, nous sommes obligés d'envoyer les échantillons en métropole pour qu'ils soient détectés. Seule éclaircie dans cet horizon un peu bouché, l'arrivée du vaccin dont le président précise qu'il n'est ni obligatoire ni payant. Les premières 15 000 doses commencent à être distribuées. Il y aura d'autres arrivages afin que tous ceux qui le souhaitent puissent être protégés. Mais les mesures barrières ne seront pas levées avant une immunité totale. Il faut que la population garde cette habitude de porter le masque. C'est la seule protection vraiment efficace, surtout quand on se trouve dans un milieu comme ici. Mais tout cela n'a pas empêché Edouard Fritsch de réitérer ses vœux, et notamment que 2021, malgré un début un peu compliqué, soit l'année de la guérison. Voilà, vous l'aurez compris, les gestes barrières restent donc en vigueur. Comme je vous le disais, la Polynésie enregistre 2 décès de plus et 107 cas supplémentaires ce jeudi. Le nombre d'hospitalisations baisse sensiblement, 32 dont 17 en réanimation et 126 morts depuis le début de l'épidémie. Alors que pensent les Polynésiens de la prolongation des mesures restrictives? Ariho et Tefafana et Patita Savea sont allés tendre leur micro dans les rues de Papeete et les avis sont plutôt mitigés. Le couvre-feu, après, je suis quelqu'un qui se couche assez tôt, donc ça ne me dérange pas trop. Après, quand je mange assez tôt, quand je vais au restaurant, c'est vers les 18h, donc ça va. Il faut laisser la population libre. On a déjà fait depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours la maladie. Toujours. Enfin, pour moi, c'est ça. Et on ferme le soir et dans la journée, tout le monde vient. Et la journée, il y a aussi la maladie. Qu'est-ce que tu en penses du couvre-feu qui a été maintenu? En fait, c'est bien aussi, comme ça évite au moins d'avoir de plus en plus de cas.
Le problème, c'est que ça met en l'air l'économie du pays, quoi. Les gens, ils peuvent plus payer leur loyer, ils peuvent plus bouffer. Ça devient catastrophique, ça. Il faudrait arrêter. À quelle heure c'est 18h ou 19h? C'est 21h. Oui, c'est déjà mieux qu'en France, c'est 18h, je crois, j'ai entendu dire. Écoutez, je trouve que c'est un peu excessif, mais bon, j'ai pas tellement d'opinion finalement. À mon avis, c'est une bonne chose d'aller. Après, c'est pour la population, pour éviter que les gens attrapent cette maladie, tout ça. Enfin, pour moi, c'est une bonne chose. Et la prolongation des mesures du gouvernement frappe évidemment le monde de la culture. Toutes les manifestations culturelles dans le traditionnel Heiba Tahiti ont été annulées depuis mars dernier. La troupe Tahiti Hura, lauréat du Heiba 2018 dans la catégorie Hura Batao, devait y participer. Spectacle, rencontres culturelles, la Covid a chamboulé tout ce qu'ils avaient prévu. Et ce n'est pas fini. Avec nous justement, Ataria Firiapo, merci d'être sur ce plateau. Vous vous attendiez à un allègement des mesures sanitaires ? Permets-moi de saluer, bonsoir Chiquita, et les vœux pour cette nouvelle année également. Oui, il fallait s'y attendre parce que on voit, les chiffres nous démontrent bien que c'est un choix qui n'est pas évident, mais il va falloir décider, il faut gouverner, voilà. Donc le monde de la culture subit depuis l'année dernière, tu l'as bien précisé, depuis le mois de mars, l'arrêt. La Polynésie, sa première industrie, c'est le tourisme. Et le monde du spectacle, le monde de la culture, à savoir les groupes de danse, les manifestations à l'accueil des avions, à l'aéroport, au niveau des quais, des paquebots. Les rassemblements sont limités depuis plusieurs mois maintenant. Comment vous, en tant que groupe, vous faites pour maintenir en fait votre troupe? Je vais vous dire en un seul mot, tout est à l'arrêt. Donc, passer des répétitions virtuelles via les moyens dont on connaît, c'est pas évident. Le monde du spectacle ne vit pas du virtuel, c'est du concret. Il faut le vivre. Et votre groupe existe toujours? Oui, c'est pas évident à maintenir tout le monde au sein. Heureusement que les moyens des réseaux sociaux permettent d'entretenir, la discussion et travailler en groupe. C'est évident qu'il va falloir se rencontrer, discuter. Et le groupe Tahiti Hura a une ambition de se promouvoir à l'étranger. Alors justement, vous êtes invité au Heiba Pacifica à New York au mois d'août. La situation est compliquée sur place avec une quarantaine obligatoire en Californie. Vous n'avez pas peur? Si on aime son pays, on veut la promouvoir à tous les niveaux. Peur, on le met de côté quand on est passionné de la culture. Alors comment vous organisez pour vos répétitions en vue de ce voyage? Pour l'instant, tout est à l'arrêt, on ne sait pas. On essaie de voir déjà pour des petites répétitions en petits groupes, ce qui n'est pas évident, car pour ce déplacement, on sera une vingtaine, et avec une dizaine de danseurs, danseuses, et des personnes qui sera aussi amené à animer des ateliers durant ce déplacement. Donc, comment se retrouver? Par petits groupes. Donc, c'est pas évident. On essaie de trouver des lieux appropriés, même en plein air, mais c'est aussi pas évident parce que il y a tout ce qui est nuisance sonore. On n'a pas de salle dédiée spécifique pour s'exprimer dans sa culture. C'est aussi cela le manque dans notre Fénois. Voilà. Quoi qu'il en soit, c'est en comité restreint que vous allez partir alors? Très restreint, malheureusement. Voilà. Merci beaucoup Ataria d'avoir répondu à nos questions. Et si tout se passe bien, la troupe Tahiti Hura présentera son spectacle sur le thème du peuple polynésien et l'océan au Heiba Pacifica de New York les 2, 3 et 4 octobre prochains. Alors, qu'en est-il de l'organisation du prochain salon du tourisme et autres événements à venir? Aude Pasquier, directrice de DB Tahiti, nous dira tout demain. Elle sera l'invitée café de votre matinale radio. La pandémie a aussi fortement perturbé la scolarité des élèves depuis le mois de mars. Vous le savez, quelles conséquences a-t-elle entraîné sur le décrochage scolaire dans les îles? À Oahu, par exemple, le phénomène se développe depuis quelques années déjà avec des élèves décrocheurs, des lycéens pour la plupart. Mais selon les observateurs sur place, le Covid n'est pas la principale cause de cet absentéisme. Caroline Fari et nos correspondants. Le Covid a-t-il eu raison de la motivation des élèves de Wapao? Pas si sûr, à en croire un jeune décrocheur pour qui le système scolaire semble inadapté.
Là où j'étais, je sais pas. Qu'est-ce que tu aurais voulu faire alors? Aller dans un autre établissement? Ou c'est l'école en lui-même que tu n'aimes pas? J'aime pas aller, quoi. Problèmes financiers et addiction aux drogues sont également à prendre en compte. Côté parents d'élèves, si le Covid fait peur, les raisons du décrochage sont autres. Des mauvaises fréquentations. Là, je sais que mon fils fréquente un peu des jeunes avec de son âge et qui touchent et qui ont touché, qui touchent et qui prennent encore le pacalolo. Je ne sais pas si l'ice circule ici à Wapo. Sinon, pour éviter aussi que les jeunes tombent dans l'ice, dans la drogue. Bon, il y a aussi le Covid aussi, mais bon, avec le Covid, ça peut guérir, bon, pas forcément. Mais par contre, l'ice, c'est irréversible aussi. Plus généralement, le décrochage scolaire existait bien avant le Covid en Polynésie, un phénomène multifactoriel, certes amplifié par la crise sanitaire. Aujourd'hui, les spécialistes de l'éducation s'interrogent sur son impact à long terme. On se pose la question de se dire quel va être l'impact en fait, du corona chez ces jeunes qui ont décroché, dont certains n'auront pas été à l'école, là ça fait presque 8 mois, peut-être pendant 1 an et demi. Comment est-ce qu'on va pouvoir les raccrocher et quelles vont être les conséquences et l'impact sur l'apprentissage et voire même sur l'intégration future dans la société? Une inquiétude légitime face à l'avènement probable d'une génération Covid. On reste dans les îles avec la suite de la visite des membres du gouvernement à Raiatea, où le maire de Taputapuatea, Thomas Moutam, a dévoilé les projets qu'il développe auprès des jeunes dans ce hangar situé dans le district de Avera, à savoir la fabrication des pirogues traditionnelles, à l'image de ce mastodonte de 18 mètres de long, une pirogue double qui sera in fine exposée place Jacques Chirac. Plusieurs autres pirogues sont en projet de construction, une initiative saluée par la ministre du Tourisme, Nicole Boutot, que je vous propose d'écouter au micro de Julien Vesco. Toute la formation va leur permettre en fait d'ouvrir leurs horizons professionnels, soit en créant une activité de constructeur de pirogues, soit en devenant guide, soit en devenant prestataire pour proposer des visites sur le lagon, soit en devenant, j'ai même entendu que c'était la gastronomie en utilisant les produits locaux. C'est exactement ce que nous souhaitons pour l'utilisation de ces dispositifs. Et là, on a vraiment un beau projet de transmission culturelle du patrimoine, mais également avec une idée économique derrière. Voilà, retour à Tahiti, je vous le disais en titre, James Kravzik à la DSP. Il est le premier Polynésien à sortir du centre de formation des motards de la police nationale de métropole. Heureux de retrouver sa famille, sa mission est désormais de traquer les chauffards et assurer la sécurité sur la route. Son portrait est signé James Ouedje et Jérôme Lee. Il est la fierté de sa famille, mais surtout le héros d'une petite fille de 4 ans. James Kravzik a intégré la DSP en 2006. Fin septembre 2020, il a rejoint le Centre national de formation des motocyclistes de la police nationale, situé à Sens, à 100 km au sud-est de Paris. C'est une formation très exigeante, autant physiquement que mentalement, parce que faire de la moto, on a commencé déjà par 4 semaines de tout terrain. Donc déjà là, physiquement, faire de la moto toute la journée, physiquement, c'est quand même dur. Et après, on avait des conditions climatiques quand même pas comme ici. Il faisait froid, même très froid. On a connu des températures négatives. Et la pluie tout le temps. Et voilà, donc il fallait s'accrocher. Malgré l'éloignement et les conditions météo difficiles, James a toujours pu compter sur le soutien indéfectible de son épouse, Vaihiri. Dans l'ensemble, plutôt bien. Mais bon, avec la petite, il y a eu des débats un peu parce que y avait le monde du papa. Ce qui est tout à fait compréhensible, pendant moi je joue le rôle du père et de la mère en même temps. J'ai essuyé beaucoup de larmes et j'ai eu quand même des crises de nerfs. Mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. James est originaire de la Presqu'île. Dans la maison familiale située route du Plateau, Dora, la maman, et Philippe, le papa, gardien de prison à la retraite, n'ont jamais douté des compétences de leur fils cadet. Comme tous parents, c'est une fierté qu'on ressent par rapport à ça. Surtout, c'est une première. Voilà. C'est quelqu'un qui aime la moto?
Oui, avec son frère et leur maman, bien sûr. Je pense que c'est elle qui a transmis ce goût du risque, si on peut dire. Voilà, donc oui, c'est pour ça qu'il s'est lancé dans la moto, en fait, comme c'est une branche qui a été ouverte aussi dans la police. James, c'est un garçon, quand il a des projets, des buts, il nous en parle toujours, il nous demande toujours conseil. Voilà, ça a toujours été le cas depuis avant et par rapport à ce projet-là, il nous en a parlé et au contraire, on est là et on l'a poussé. On lui a dit, fais ce que tu aimes. De toute façon, tu t'es toujours fixé des buts, vas-y, lance-toi et c'est comme ça. En France et dans les dom-toms, il y a seulement 2500 motards dans la police nationale. Sur la centaine de stagiaires que compte la 21e promotion, seulement 43 ont réussi l'examen. C'est une grande satisfaction personnelle. C'est une grande satisfaction personnelle déjà. Parce que ça n'a pas été évident tous les jours. Ça a été une formation très exigeante. Donc j'avais pour but dans ma carrière de passer par cette case de motard. Parce que j'ai touché la moto depuis très jeune. Et voilà, c'est que de la fierté, le fait d'être venu au Fénois de revenir au Fénois avec les bottes. Aujourd'hui, l'effectif de la brigade motorisée de la DSP de Papeete compte désormais 4 policiers. Lui aussi est revenu d'un séjour riche en expérience. On parle cette fois de sport. Au mois de décembre, Henry Burns était aux États-Unis pour s'entraîner avec le champion du monde UFC des poids moyens, Israël Adesanya. Mais pas seulement, vous allez le voir. Il retiendra de ce voyage une aventure humaine remplie de partage. Rencontre avec Ariho Etif Afana. Comme Israël Adesanya, une ceinture UFC autour de la hanche, c'est ça, le rêve de Henry Burns. Pour y parvenir, tous les moyens sont bons. Henry n'a pas refusé la proposition d'Israël de partir à San Diego. Le but, s'entraîner avec les meilleurs tels que Carlos Ulberg et Brad Ryder. Une opportunité qui ne se présente pas à tous et Henry en a bien conscience. J'ai eu une proposition de partir là-bas avec justement eux. Ils m'ont proposé d'aller m'entraîner avec eux à Athos, dans l'une des meilleures salles de jiu-jitsu brésilien au monde, avec Galvao. Ça a été une bénédiction pour moi d'être là-bas, d'apprendre et de m'entraîner surtout avec les meilleurs au monde. C'est pas donné à tout le monde. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir vivre ce que j'ai vécu. Et c'est pas fini, il y a encore d'autres événements à venir. Un déplacement sportif, certes, mais le sport, c'est aussi une histoire de rencontre. Ce voyage a été rempli de partage à tous les niveaux. Il y a 7 découvertes culinaires du pays de chaque sportif et aussi 7 sessions de surf en compagnie du multiple champion du monde, Kelly Slater. On a fait beaucoup de partage et tous les jours, en fait, c'était une nouvelle aventure et c'était carrément extraordinaire d'apprendre de ces personnes. Israël et Kelly Slater étaient en contact et donc du coup, on a eu l'opportunité de pouvoir rencontrer le meilleur au monde de surf, Kelly Slater. En 2020, ça a été un des meilleurs mois de ma vie. J'ai pu rouler avec les meilleurs de la planète en grappling, j'ai pu m'entraîner avec les meilleurs combattants de l'UFC et j'ai pu surfer avec les meilleurs surfeurs de la planète. Que demander de mieux? Ossa! Très ambitieux et prêt à tout à 27 ans, son objectif ultime reste celui de rejoindre ses confrères à l'Ultimate Fighting Championship. Ce voyage à San Diego lui a sûrement montré la voie. Voilà un bel exemple pour la jeunesse. C'est le moment de se vider l'esprit maintenant pour une balade en pleine nature. Direction le district de Fa'aha sur l'île de Taha'a. Noki est un peu le gardien du mont Mo'iri. Avec ses bénévoles, il nous entraîne dans sa luxuriante vallée qui servait autrefois de terres agricoles. L'évasion est assurée avec ce reportage signé Ponoa Toti. Depuis le début de la semaine, Noki et 5 bénévoles se sont rendus à la grotte de Mo'iri, la gardienne de l'île, qui trône à plus de 200 mètres d'altitude. Pendant le trajet, nettoyage et plantation d'une dizaine de pieds de hourou, une randonnée pour un retour aux sources. Nous entamons l'entretien des pistes de randonnée complètement envahies de broussailles. Nous revisitons la vallée et surtout écouter la nature, ce qu'elle a à nous dire. Sur le plateau de la source se trouve un champ de vanille sauvage, des vanilles qui ont été plantées par les anciens.
Vous savez, les anciens le faisaient souvent, ils lançaient des tubercules dans la nature et ça poussait tout seul. Regardez cette végétation luxuriante. Les plantes produisent encore de la vanille. Elles sont bien vertes. La nature nous interpelle tout le temps. Après 2 heures de marche, la grotte Mouiri dévoile enfin sa beauté. Cette chute d'eau était autrefois la source de vie des habitants de Faha. Ils buvaient et se baignaient dans cette eau de vie. Cette eau de source a encore toutes ses vertus. Nous sommes là pour en profiter. On peut la consommer, l'utiliser pour se masser et s'humidifier le visage. Ici se trouvent plusieurs variétés de plantes qui ont plus de 100 ans. Pour Noki, il est important de garder et de préserver ces trésors pour les générations futures. Voilà une excellente manière de se reconnecter à la nature. C'est sur ces belles images que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. Le couvre-feu reste de vigueur et les mesures sanitaires prolongées au 15 février. Le monde de la nuit et les restaurateurs et sportifs devront encore patienter un mois de plus. Une information qui est aussi à la une de vos quotidiens, la dépêche titre « Mesures sanitaires », on prend les mêmes et on recommence. Tahiti Info, restrictions, ceux qui rament. Tahiti Pacifique, qui titre donc « Archi-militaire, les portes se referment ». C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5 heures, vos infos radio, aux commandes de vos journaux du week-end. Vito Tab Oe Ayata Tarhau. Très belle nuit sur la première à lundi. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.